CNRS et Université Versailles-Saint-Quentin. Voilà. Alors, pour revenir aux collaborations entre chercheurs, et je ne sais pas si je répondrai à la question finalement tout à l'heure, est-ce qu'on verra les collaborations entre chercheurs et l'intérêt des clusters. Alors, les chercheurs arrivent très bien à travailler eux-mêmes, ça a été dit, collaborer entre eux presque spontanément, en fait, la spontanéité c'est artificielle, mais néanmoins, on n'a pas besoin de regroupement territorial pour ça, pour faire des collaborations. Est-ce qu'on travaille mieux quand on rassemble les gens géographiquement? Ça, c'est la question. C'est une des questions. Il y a deux questions dedans. C'est un, qu'est-ce que ça veut dire travailler mieux? Et deux, est-ce qu'on travaille mieux par rapport à ce qu'on a dit? Donc, par rapport aux collaborations, il y a des études sociologiques qui ont été faites sur des clusters qui ont été formés avec volontarisme, certains endroits par là dans le monde. Et alors, ce qui ressort de ces études, c'est que les clusters, le plus souvent, et parfois ça marche, le plus souvent ne créent pas d'augmentation dans la collaboration entre les gens. Pour ça, il y a plusieurs raisons. C'est que, bon, ça a été dit, il faut que les gens trouvent un intérêt scientifique à collaborer ensemble. Donc, il faut être à côté des vrais, ils font des efforts, mais c'est parce qu'on est à côté de quelqu'un, il faut être très très c'est parce qu'on est à côté de quelqu'un qu'on va avoir envie de travailler avec lui. D'ailleurs, la réalité des collaborations, par exemple dans le laboratoire, mais ailleurs, c'est qu'on ne collabore pas avec le voisin, mais on va collaborer avec la personne avec laquelle on a objectivement l'intérêt à le faire. C'est la facilité, ça compte. Mais il y a l'intérêt objectif. L'intérêt objectif d'un chercheur, en particulier après l'évolution de recherche qu'il y a eu, c'est la capacité d'avoir des financements et des étudiants, et la capacité à pouvoir publier. Donc ça, c'est pas très facile quand on doit le faire avec le voisin qui est dans le même laboratoire. Et on va essayer d'avoir des spécialités différentes de façon à pouvoir s'articuler et de façon à ne pas se marcher sur les plates-bandes. Alors quand on rapproche les gens dans des laboratoires différents, distants, et qu'on les met à un même endroit, c'est-à-dire en fait sur les mêmes mamelles locales de financement, on crée artificiellement de la concurrence entre les chercheurs. Donc là où les chercheurs pouvaient se respecter de loin avec chacun leur petite logique locale, en plus des logiques nationales et internationales, qui elles sont inchangées par la formation de cluster, ils vont plus pouvoir collaborer. Ce sera compliqué. On va faire d'eux des concurrents. Donc c'est plutôt le contraire de l'effet escompté. Donc il y a ces deux effets-là. Et puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire de mieux travailler par rapport à quoi? Donc ça veut dire qu'avant, les gens travaillaient mal. Bon, alors il faudrait savoir ce qu'on attendait du chercheur avant. Et là, c'est cette chose que j'ai ajoutée ce soir, c'est en fait le métier de chercheur, on n'attend plus la même chose de lui. Depuis un certain nombre de décennies, c'est encore beaucoup plus fort aujourd'hui. Au chercheur, on ne lui demande pas de contribuer en soi, c'est pas ce qu'on lui demande, on ne lui demande pas de faire progresser la connaissance scientifique ou le niveau d'intelligence de l'homme par rapport au monde et par rapport à son fonctionnement. Donc le chercheur qui travaille animé par sa curiosité et sa bonne volonté, ses compétences, et qui va peut-être travailler très longtemps et errer avant de trouver quelque chose de génial, ce chercheur-là n'a plus sa place dans le monde que je cherche aujourd'hui, d'ailleurs il ne pourrait pas le faire. Et les manifestations sont nombreuses dans son sens, il y a des alertes un peu partout, de l'Académie des sciences, du comité d'éthique du CNRS, d'éminents chercheurs, de prix Nobel, d'académiciens, qui vont tous dans le même sens. C'est-à-dire le système d'aujourd'hui, c'est un système qui tue la créativité, qui gêne la collaboration et qui imprime une vision technocratique du travail du chercheur. Alors, le chercheur, qui a été accusé de gaspiller l'argent public, éventuellement d'être paresseux, de servir à rien, qui, soit dit en passant, était aussi un empêcheur de tourner en rond, à travers la lecture autonome qu'il pouvait faire des décisions publiques, notamment en termes de sociologie, en termes de décision. Enfin, c'est quelqu'un qui est clair. Et qui est clair, et s'il des livres, il est clair d'une façon qui n'est pas contrôlable. C'est ennuyeux. Mais donc le chercheur, on lui demande finalement d'obéir maintenant à des critères quantitatifs, des critères qui sont d'une autre logique. Alors il y a deux forces à l'œuvre là. Oui, je veux dire que le chercheur, c'est aujourd'hui l'activité professionnelle qui est la plus évaluée parmi toutes les activités qui existent. Le chercheur, il est évalué tout le temps, partout. Il fait un pas, il est évalué. Est-ce que tu es dans la bonne direction? Pourquoi tu es dans la bonne direction? Ce que je te paye, bon, je te paye un demi-pas. Hein, puis après, on voit. Ah, il faut un autre projet pour payer l'autre demi-pas. Puis je ne voulais pas aller par là. Enfin, bon.
Donc le chercheur, il est évalué quand il est embauché, il est évalué quand il propose un projet. Pour la suite des projets, ça compte, la façon dont il l'a fait, ce projet. Son laboratoire est évalué. Mais alors, dans mon laboratoire, on a 3 tutelles. Hein. Donc on est évalué 3 fois. Et puis après, il est évalué pour son avancement, parce que quelqu'un dans une boîte, il est évalué pour son avancement. En général, non. Ça, c'est presque accessoire, en fait. Il est évalué lorsqu'il publie, il est évalué par ses pairs, lorsqu'il écrit ce qu'il a fait. Il y a 2, 3 spécialistes qui arrivent, enfin, concurrents, enfin, bon, passons. Son travail est évalué, scientifique est évalué. Après, il est évalué sur les revues dans lesquelles il publie, parce que il ne suffit pas de publier dans les revues qui sont bien, qui correspondent à sa spécialité, il faut publier dans les revues qui vendent, qui donnent du bon facteur d'impact. C'est-à-dire en fait des revues qui sont reprises par citation. C'est-à-dire que l'évaluation de ce qu'on fait est liée au mode et aux habitudes de lecture de notre chercheur. Là, sur la qualité du travail. Donc évidemment, il y a des biais monstrueux qui sont dénoncés depuis 10-15 ans. Il y a un appel du comité CNRS pour dire c'est conneries, ça fait longtemps qu'on le dit. Bon. Donc ces évaluations, l'argument du chercheur qui fait un peu ce qu'il veut, ça c'est complètement, d'abord, c'est idiot de vouloir demander au chercheur d'être évalué, mais en plus de ça, il est massivement évalué. Que le travail, pour être sûr qu'il travaille bien comme il faut, il passe son temps à se défendre. Alors, pour avoir l'autorisation de travailler avec, par exemple, un thésard, hein, alors pour financer un thésard, il faut réussir à gagner 2 projets. Parce que les projets ne financent pas un thésard, c'est trop. Hein, on va financer des demi-thésards. Donc, on va pas se risquer, je veux dire. Hein. Tout un thésard, tout un sujet de recherche de 3 ans d'une personne en formation, c'est quand même un gros risque. Donc, on finance qu'un demi-thésard. Et pour montrer que le sujet est important, on va demander à ce que le chercheur trouve un autre financement d'un demi-thésard. Pour dire, ah ouais, finalement, vous avez prouvé que c'était pas mal, puisque quelqu'un a accepté de vous financer un demi-thésard. Donc voilà, donc il peut avoir un thésard avec 2 projets. Mais pour chaque projet qu'il va soumettre, il y en a 4 qui vont lui être refusés. 4, 9, ça dépend. Hein, la statistique, ça dépend. Donc en fait, pour pouvoir avoir un thésard, le chercheur va soumettre 5, 6, 8 projets, on ne sait pas. À chaque fois, écrire, à chaque fois se poser des questions, etc. Donc, du chercheur, en gros, qui avait 100% de travail de recherche, on lui prend 40% pour écrire des projets et 40% pour se faire évaluer. Voilà. Avec le reste du temps, il peut travailler. Enfin, le reste du temps, c'est souvent sur ses week-ends, etc. Donc ça, c'est ridicule. Alors, les critères du chercheur, donc les critères quantitatifs, permettent effectivement d'être en bonne position par rapport au classement de Shanghai. Hein. Alors, apparemment, ça plaît. Donc, il faut être en bonne position, il faut être bien évalué par des Chinois. Bon, okay. Mais aussi l'autre critère, et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus opérant, et ça concerne le plateau de Saclay, c'est la façon dont ça va pouvoir contribuer à l'activité économique française et au redressement économique français. La grille de lecture pour ça, ça va être d'inciter les chercheurs à avoir des collaborations avec le privé, de s'inscrire dans des projets qui auront des répercussions sur la compétitivité et sur la production. Alors pour ça, il y a des mécanismes très forts. Il y a 2 mécanismes. 1, on coupe les subventions des chercheurs. 2, on lui propose des appels à projets avec le privé. Et 3, sur les autres appels de recherche, on les coupe. Voilà. Donc en 15 ans, ça s'est fait. Maintenant, donc, la recherche sur subvention en France, c'est fini. La recherche sur le sujet de recherche en tant que telle, imaginatif, tiens, j'en ai bossé là-dessus, etc., ça a été fini l'an dernier. C'est des projets de la recherche, des projets blancs, allez-y, lâchez-vous. Donc maintenant, il n'y a plus des projets en disant on financera des travaux dans telle direction, telle direction, telle direction. Et puis même quand c'est encore dirigé, c'est encore fondu. Par contre, de l'autre côté, il y a le financement de l'agence. Parlez moins vite, c'est difficile à comprendre pour les non-initiés. Je suis désolé. Donc, technique, c'est-à-dire en fait, qui sont avec des intérêts productifs ou commerciaux. Cela les explose. Donc, il y a ça, c'est la carotte et le bâton. Il y a des projets européens. Maintenant, des projets européens sont exclusivement, dans le réseau sont exclusivement des projets avec une dimension commerciale. Alors, on a une gradation. Mais le chercheur, on lui demande de prouver, on lui demande de prouver qu'il y a des retombées économiques à son projet. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a plus de recherche fondamentale. Alors, la recherche fondamentale est quasiment morte et enterrée. Donc, les cris d'alerte et signaux d'alerte, c'est depuis l'an 2000, hein, donc ça fait 15 ans. Bon, voilà, il y a eu des protestations, etc. Mais depuis, on est aiguille de rénovation en modification.
le système est évolué. Les prix Nobel disent évidemment, alors là, dans un bel ensemble, qu'avec un système pareil, jamais ils n'auraient pu faire les travaux qui leur ont donné le prix Nobel. Albert Ferth, il a travaillé, je sais pas, 20 ans, 30 ans, il a eu une traversée du désert terrible. Et après, boum, il a inventé ces algorithmes qui servent pour les cartes bleues. Sans qu'on lui demande rien. Hein. Et c'est comme ça dans les tas de domaines. N'importe quel chercheur chevronné vous le dire. Donc c'est un système qui est totalement stérile, etc. Et surtout, c'est un système qui est mis au service, objectivement, des intérêts du privé. Le partenariat public-privé, ça, c'est l'orientation phare de la recherche en France aujourd'hui. Alors, je prends l'exemple du CEA, puisque c'est local. Donc, le CEA donc, va très mal, hein, il a 4 milliards de budget, mais en UBS, ce matin, on ne sait pas trop exactement. Alors, évidemment, pour les applications militaires, ça va encore. Pour les nucléaires, pour le CEA civil, c'est très compliqué. Je ne rentre pas dans le détail, mais je prends juste l'exemple d'une direction qui est plus orientée vers les brevets, la direction de recherche, recherche technologique. C'est là, par exemple, qu'a été inventé le CD. Hein, c'est là que le coup du laser, etc., CD, ça a été inventé là. Ainsi que beaucoup de procédés de miniaturisation des puces, du stockage, etc. C'est très très fort. Bon, mais pas que sur le CD, sur d'autres aspects. Maintenant, cette direction, son plan à court terme, c'est que jusqu'à présent les salaires étaient payés, bon, ben, les salaires seront plus payés qu'à 40%, à hauteur de 40%. Et les 60%, ce sera trouvé avec des projets en partenariat public-privé. C'est-à-dire même plus les salaires. Dans mon laboratoire, dans 2 ans, le laboratoire ne pourra plus payer tous les salaires. Donc tout le reste sera trouvé des sous. Et les sous, je vous ai expliqué, les sous, ce sera un projet à visée économique. Alors, comme ça ne suffit pas, ça c'est sur l'initiative des chercheurs. Mais comme ça ne suffit pas, il y a aussi les entreprises privées qui ont eu, pensaient qu'ils faisaient de la recherche en propre, se sont rassemblés, etc. À chaque rassemblement, il y a une fonte, il y a une mutualisation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui font de la recherche. Et puis donc ça se rassemble, et puis il y en a moins en moins, mais ça ne suffit pas encore. Il y a tous ces chercheurs qui travaillent dans le public, qui sont payés par l'État, etc. Et il faudrait qu'ils participent un petit peu plus à l'économie. Donc, on invente des procédés, comme le crédit impôt recherche, ou d'autres systèmes de financement, comme les fondations, des systèmes assez bien calculés. Donc ça, c'est une force qui est à l'œuvre depuis au moins 10 ans, enfin, ou 15, et probablement c'était pensé avant. Et qui vise, en fait, à faire rentrer les entreprises privées dans les structures de gouvernance des entités de recherche. Alors, le crédit impôt recherche permet aux entreprises de dire qu'elles font de la recherche, mais en fait, elles font financer la recherche, elles font encadrer, elles font financer. C'est l'argent, en fait, qui a été pris à la recherche sur subvention, qui est passé par crédit impôt recherche, et qui revient ensuite en termes de recherche. Donc, le budget global de recherche français, il s'est maintenu. Simplement, on fait ventiler ces sous par des systèmes qui sont contrôlés pour l'essentiel par le privé. Et par la fiscalité. Et par la fiscalité. Je sais pas. Bah si, grosso modo, c'est ça. Le crédit. Et alors, par exemple, les fondations permettent de mettre en place un système où on fait rentrer au conseil d'administration du privé. Et ça permet aussi de capter des fonds du privé, donc ils vont ensuite contrôler les investissements de recherche qui sont faits derrière. Donc tout ce système qui se construit avec une logique tout à fait carrée, tout à fait visible, tout à fait... Enfin, voilà, c'est bien foutu, c'est pensé, mais justement, c'est un projet. Là, sur le château de Saclay, j'ai quand même l'impression personnellement que c'est une logique qui se met à l'œuvre. Parce que parmi tous les objectifs qui ont été dits, moi ce que je constate, c'est que ce rapprochement va servir à mettre plus facilement à disposition les moyens de recherche publique pour le privé. Voilà, de façon à leur permettre de substituer à leurs propres investissements en recherche ceux qui sont disponibles et tous les moyens par rapport aux appels d'offres, etc., pour contraindre les chercheurs à le faire, sont mis en œuvre. Voilà. Donc, pour moi, c'est le premier intérêt, qui n'est pas seulement un intérêt du plateau, mais qui est un intérêt national. Ça se passe comme ça, à l'échelle nationale, et c'est un projet parfaitement construit. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est très, très intéressant. Est-ce que j'ai répondu à votre question Je suis effondré. Non, mais vous m'avez éclairé un long terme, parce que je viens de la même maison que vous, puis je peux vous dire que